La vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est une émission divertissante et diversifiée où à chaque mois, les geekettes vous donnent leur très humble opinion sur un produit de la culture populaire de leur choix, mais surtout, on jase aussi de plein d'autres affaires. Il marche jamais sur Skype, mais c'est tellement plaisant, comme on dit à chaque fois. Aujourd'hui, c'est l'épisode 86. Je suis votre animatrice Martine et je suis en compagnie de mes co-animatrices Fanny. Comment ça va, Fanny, ce soir? Allô, Martine, ça va vraiment bien. Je suis vraiment excitée d'être ici, ça fait longtemps. T'as l'air en pleine forme, ça paraît pas. Tu nous dis que t'es fatiguée, mais on le voit pas à l'écran. Ben oui, mais bébé a commencé à dormir pour vrai, là, fait que c'est ça. Mais je suis vraiment excitée aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce que j'ai, c'est la pleine lune, là. Il y a quelque chose dans l'air. J'aime ça que t'aies mis ton petit rouge à lèvres, c'est très coquet. C'est juste pour vous autres, les filles, et les Patreons. De quoi tu vas nous parler ce mois-ci? Je vais vous parler d'une bande dessinée, c'est La maternité en toute sérénité, de Valériane Labroche. Tu vas devenir une professionnelle? De ce sujet-là ou de BD? Ou... De BD de maternité. Oui, tout à fait. Écoute, je suis rendue pas pire, je pense, là-dessus. Oui, tout à fait. Puis on a aussi Lulu avec nous. Bonjour Lulu! Allô! Comment ça va? Ben, ça va, là, comme un mardi. Comme on dit. Un mardi, ça va comment un mardi? C'est bien ou pas bien, ça? Ben, ça dépend des mardis. C'est ça. Il y a des mardis plus excitants que d'autres, là. Voilà. N'est-ce pas, Jenny? Aujourd'hui, c'est un mardi excitant. Parce que, ben là, avant d'aller dans l'excitant, Lulu, tu nous parles de quoi ce soir? Moi, je vais vous parler, donc ça sera dans la catégorie rétro geek, du film But I'm a Cheerleader de 1999. Fait que c'est ça. Puis, le bout excitant, on a une nouvelle geekette avec nous ce soir. Bonjour Jenny, comment ça va? Salut! Je suis toute énervée d'être ici. Ton niveau de stress, tu le mettrais à quel niveau sur 10 ce soir? Mon cœur, il bat pas mal vite, puis ma tisane, elle m'a pas aidée. Tu vas voir, ça va super bien aller. Puis, tu viens nous parler de quoi? Écoute, j'ai eu la chance de voir Ghostbusters en avant-première, donc je vais faire une petite critique du tout dernier Ghostbusters Afterlife. Ouais, et puis, tu sais, pour nos auditeurs, il faut que vous sachiez que Jenny aussi est fan de tricot. Donc, quelqu'un d'autre dans le club à faire la compétition du cache coco. La compétition est lancée, Jenny. Fanny, elle avait trouvé un livre avec des anciens tricots des années, 50, 60, 70, je me rappelle plus de l'époque. Ouais, j'en avais trouvé plusieurs, mais il y avait aussi dans un livre que j'avais fait une critique, il y avait des caches coco, puis c'était assez rigolo quand même. Mais oui, écoute, j'ai toute une panoplie. Là, tu viens de m'ouvrir la porte des revues des années 50, 60. Jenny est d'accord avec moi. On peut trouver toutes sortes d'affaires là-dedans. Mais sans blague, j'ai déjà fait des chapeaux pour un coco shaker pour des amis. Des musiciens? Ouais. Un petit coco avec un petit chapeau, là, c'était bien cute. C'est de la grosse c'est magnifique. Le cache-coco, Martine? Ben oui, écoute, ben pas avec moi en ce moment, là, mais j'apprécie mes cache-coco, ils le font parfaitement, mais c'est pas un petit chapeau, là. Jenny, elle pourrait step up la compétition du cache-coco, je pense. Tu veux un chapeau? C'est ça que j'entends? On sème la discorde. Hein? Il va falloir faire des cosplays de cache-coco. Non, c'est ça. On pourrait faire de l'animation 3D, là, genre un film. Ouais, ça serait malade. Mais écoutez, hein, vous le savez, les geekettes, on a plein de projets, mais on manque toujours de temps pour les faire. Fait qu'on rajoutera ça à notre liste de projets à faire éventuellement. Puis, ben, écoutez, comme d'habitude, avant de se lancer en nouvelles, on veut bien entendu remercier nos précieux Patreons qui nous encouragent mois après mois. C'est grandement apprécié. Donc, shout-out à vous. Donc, sans plus tarder, on se lance en nouvelles.
je me lance en nouvelle, en premier. Écoutez, le temps des fêtes approche. Puis l'an passé, on était confinés. Fait qu'il y avait souvent les parties de bureau, ça n'existait pas. Puis les parties de famille, c'était assez limité. Fait que j'ai vu que le Randolph, tu sais, le pub ludique où tu peux faire des jeux de société, offre des parties des fêtes possibles. Donc, ils font des groupes de 12 à 200 personnes quand même. Là. Puis, je savais pas que Randolph était rendu qu'il y en avait dans plusieurs différentes villes au Québec. Donc, si vous manquez d'idées, non seulement ils sont dans plusieurs villes, mais aussi ils offrent différents forfaits dont les titres, il y a Questions générales, le party tout inclus, l'animation 20 mystères. Je serais curieuse de connaître l'animation 20 mystères, l'animation du party qui est des quiz ou des jeux et le repas 3 services. Donc, si vous manquiez d'idées pour party de bureau, party d'amis du temps des fêtes, là, ça serait une belle occasion de réserver au Randolph. Donc, c'était ma première petite nouvelle, là, rien de plus gros que ça. Fait que Fanny, je te lance la balle. Et j'attrape la balle. Alors, moi, je vais vous parler d'un... Écoutez... sportive. Je vais vous parler, en fait, d'un petit livre que j'ai trouvé bien intéressant. Si vous dessinez, si vous, les filles, vous dessinez, ou des gens qui nous écoutent dessinent, ça s'appelle Draw Stronger. C'est de Kryota Wilberg. Et puis, je vais tout mettre les liens là, dans nos show notes et tout. En fait, ça parle d'un problème que souvent les dessinateurs y ont. Quand on dessine, on a fini par avoir mal partout. Puis en général, on fait de l'ordinateur, on a mal partout, dans le dos, dans les mains, dans les poignets, peu importe. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Là, j'essaie de le montrer à la caméra. Les gens en audio, vous ne pouvez pas voir, mais je le montre à la caméra aux filles. Et puis, dans le fond, c'est une illustratrice qui a fait ce livre-là. Elle est aussi massothérapeute. Et puis, elle met plein de petits... elle explique pourquoi qu'on a mal, souvent, quand on dessine. Puis, elle montre plein d'exercices, c'est visuel, c'est super facile à comprendre. Je trouvais que c'était vraiment, vraiment super intéressant. Il y a plein, même moi, j'ai commencé à faire des exercices qu'il y a là-dedans. C'est sûr qu'elle a dit, par contre, je ne suis pas un médecin. Hein? Si vous avez des problèmes, allez consulter, là, qui sont un petit peu plus intenses. Mais je trouvais que c'était une belle intro pour comprendre pourquoi on est tout croche, puis comment qu'on peut faire des exercices pour s'aider. Je trouvais que c'est quand même super intéressant, pas juste pour les gens qui dessinent. Là. Je trouvais que juste pour nous autres qui est à un ordinateur, devant un ordinateur comme 8 heures par jour depuis presque 2 ans, là, maintenant, je pense que ça serait quand même une pas pire référence. Ou des tricoteuses. Pendant le confinement, il a fallu que j'aille voir Maquillero parce que j'avais fait trop de casse-tête puis j'avais mal au cou. C'est drôle, ça. Oh, wow. Martine, tu viens de faire ma soirée, là, à soir. Écoute, je te le prêterai, Martine. Oui, pour une prochaine pandémie, pour que je puisse faire du casse-tête. C'est ça. Surtout qu'on en a donné un. En tout cas, bref, je ne vais pas embarquer. Tu as plein de casse-têtes à faire, là. Donc, c'est ça. Draw Stronger de Kryota Wilberg. Super intéressant. C'est super accessible. Puis en plus, moi, je l'ai commandé à la librairie Z. Donc, vous pouvez le commander à la librairie Z sans problème. Voilà. Mais Lulu, le sport continue, hein, c'est toi qu'il faut qu'il attrape la prochaine balle. Ah non, mais moi je vous dis tout net, elle tombe à mes pieds mollement. Ça, faut pas compter sur moi pour la balle. Non, en fait, c'était juste, je suis très très énervée. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois de ça, j'avais parlé de Sherlock Holmes et que j'avais lu une bande dessinée qui s'appelait Dans la tête de Sherlock Holmes, l'affaire du ticket scandaleux. C'est par Cyril Liéron et Benoît Dahan et le tome 2 vient de sortir, fait que ça conclut ce diptyque en fait de bande dessinée. Je vous le recommande fortement. Le format est fou, il faut plier des pages, il faut regarder à travers des pages. Il y a c'est vraiment une enquête dans le livre. Le livre est de toute beauté. Fait que là, c'est déjà sur ma liste pour les cadeaux de Noël. Papa Noël, si tu m'entends. Fait que c'est ça. Donc, c'est Dans la tête de Sherlock Holmes, tome 2. Donc, allez donc vous acheter ça et puis offrir ça à Noël. Ça va être super. Et là, tu lances la balle à Jenny, je crois. Ah, je te lance la balle, mais t'inquiète pas, très mollement. Alors, je suis facilement capable d'attraper cette balle parce que moi non plus, je ne suis pas une très grande sportive. J'essaie, mais ça ne marche pas tout le temps.
En fait, moi, je vais vous parler du Comic-Con de Montréal qui font une édition des fêtes. Avant, je crois que ça s'appelait le Mini Comic-Con, celui qu'il y avait avant les fêtes, puis ils ont changé de nom vraiment pour suivre l'idée du Comic-Con de Montréal. J'avais pas dit de Montréal. Comic-Con de Montréal, l'édition des fêtes, qui va se tenir du 3 au 5 décembre. Il y a, dans le fond, 2 types de tickets qu'on peut s'acheter. Ben, on peut s'acheter, bien entendu, le ticket pour la fin de semaine, mais si on y va à la journée, on peut soit avoir accès juste aux vendors, le mot m'échappe. Vendeur? Non, c'est pas ça pantoute, hein? Fournisseurs. Aux exposants. Les exposants. Et voilà, OK, c'est ça. On a accès à la salle d'exposition pour, je pense, c'est 10 ou 12 $. Puis sinon, il y a le samedi, il y a des activités, des spectacles ou la mascarade. Puis on a aussi accès aux commerçants, puis c'est pour 25 $. Donc, pour 25 $, vous avez accès aux spectacles et aux conférences, ainsi que aux vendors, que j'ai encore oublié le mot. Exposant. Yeah. Fait que moi, je pense que je vais y aller cette année. Pour vrai, j'ai jamais osé y aller parce que je suis comme une non-initiée des Comic-Con, puis des fois, le gros prix des réguliers font un peu peur, tu sais. Comme c'est 50 $, c'est 45, 50 $, tu sais pas trop si tu vas aimer l'ambiance puis tout. Là, je trouve que pour un 25 $, je pourrais passer une belle journée puis comme m'imprégner de l'ambiance d'un Comic-Con puis probablement avoir la piqûre et y aller à l'été. Voilà. Parfait. C'est bon, mais il est cute celui du temps des fêtes. J'avais été exposante une année, puis il y a quand même pas mal de monde. Avant, il était gratuit avant cette année, parce que bon, avec la pandémie, ils ont été obligés d'ajouter un prix. Mais c'est le fun, les gens viennent quand même, là, les cosplays sont quand même super impressionnants, même si c'est censé être un mini Comic-Con, il y a quand même des gros costumes. Moi je me demande, est-ce qu'il y a du cosplay de Père Noël? En fait, il y a des variantes, hein, tu vois, il y a du Grinch, beaucoup. De Kurt Russell. Puis c'est ça. Avoir oh my god. Oh, je vais y aller juste pour en Père Noël, peut-être. Oui, c'est ça, beaucoup Deadpool de Père Noël, puis comme, tu sais, des crossovers de Noël. Ouais. C'est sûr. Tout ceci me semble magnifique. Je nous sors complètement de l'esprit des fêtes avec ma prochaine nouvelle. Moi, je suis quasiment malaise. Moi, c'est une recommandation balado parce que c'est à Radio-Canada. Ce n'est donc pas un podcast. Donc, disponible sur audio. Je ne sais pas si vous aviez écouté Dérive de Olivier Bernard, le pharmacien, ou si ça vous dit rien. Fait que la saison 2 vient juste de sortir. Fait comme vous ne connaissez pas, c'était quoi? Je vais vous parler un peu de la saison 1. C'était sur le mourir en conscience. Tu sais, il avait fait des exercices de sudation, puis il y avait une Québécoise qui en était décédée de cet événement-là. Fait que lui, avec son œil, tu sais, justement, comme plus, tu sais, pharmaceutique, médical, il se plonge vraiment là-dedans. Puis c'est intéressant parce que, tu sais, c'est un bon vulgarisateur aussi, Olivier Bernard. Fait que, c'est ça, puis il rencontre, mettons, ses amis, la famille, puis il va comme à travers de cette histoire-là. Puis ça s'écoute super bien, là. C'est 8 épisodes d'à peu près 45 minutes. Et là, la saison 2 vient tout juste de sortir. Puis là, avec ma petite dyslexie, j'ai peine de la misère à dire ça. La saison 2, c'est sur l'ayahuasca. Je l'ai eu. C'est la drogue qui provient d'une plante et d'une liane. Souvent, les gens ils vont au Pérou pour aller dans des expériences chamaniques où ils consomment de l'ayahuasca, mais c'est hallucinogène. Puis cette plante-là, c'est vraiment comme... tu compares ça un peu à du LSD, mais plus, là. Puis, ça a beaucoup d'effets sur le corps, dont ça te fait énormément vomir. Fait que là, puis encore une fois, il y a un Québécois qui est allé là, puis il en est décédé de ce rituel-là. Fait que il se plonge un peu là-dedans. Mais ce qui m'a surpris, c'est que j'aurais pensé qu'en tant que pharmacien, qu'il aurait connu quand même un peu plus les drogues, dans le sens, tu sais, je me disais, tu sais, si quelqu'un arrive puis il dit justement, je prends du LSD, est-ce que je peux prendre tel médicament? Tu sais, je me serais attendue peut-être à ce qu'il connaisse un peu plus les drogues, mais lui-même, il dit qu'il connaît absolument rien là-dedans. Il n'a aucune idée. Ça lui a toujours fait extrêmement peur. Tu sais, il dit, je prends même pas d'alcool. Fait que c'est intéressant parce que dans la saison 2, on voit aussi son cheminement de perspective face à tout ça. Puis d'un épisode à l'autre, sa perspective évolue aussi. Donc, puis il rencontre plusieurs experts là, qui nous parlent
de tout ça, là, pour comprendre le phénomène et tout. Donc, super intéressant. Je ne l'ai pas encore terminé. Cette fois-ci, c'est 9 épisodes. Encore une fois, là, entre 45 minutes et 1 heure. Donc, je vous le recommande fortement. Je suis toujours à la recherche de nouveaux podcasts, donc le balado, excusez-moi. Je vais aller vérifier, je vais aller regarder ça. Est-ce que c'est juste disponible sur audio ou c'est aussi sur Spotify et les autres applications? Je crois que c'est que sur audio. Ouais, habituellement, tout ce qui est sur audio, là, ça reste sur leur plateforme. Là. C'est rare là, que ça s'en va ailleurs. Ah, ils ont tous migré ça, là, parce que je sais qu'au début, il était accessible aux 2 endroits. Bon, ben, il va falloir que je télécharge audio. Belle pub pour audio ici. On parle souvent de podcasts d'audio. Ils ont quand même plusieurs bons podcasts. Ben oui, vraiment. Ils ont vraiment des bons shows, là. Donc, c'est ça. Mais hey, je vais reprendre la balle au bon. Ici, la balle. Puis, en fait, moi, je vais revenir dans le temps des fêtes, un petit peu. Puis, je vais vous parler du salon, je veux bien le dire, alors je vais aller lire le texte, le salon du livre de LGBTQIA+. C'est ça maintenant? Alors oui, c'est ça. C'est sur la page, en fait, c'est organisé par Fierté littéraire. C'est vraiment un salon qui donne une place aux auteurs, autrices et autrices. Il y a différents termes maintenant. Je ne suis pas toujours au courant, désolée, mais ça va avoir lieu le 4 et 5 décembre au Théâtre La Comédie de Montréal. Puis, je trouvais ça super intéressant qu'il y ait un salon du livre, mais juste avec des auteurs qui font partie de la diversité. Je connais malheureusement pas assez ce milieu-là, puis ça m'a rendu bien curieuse. Puis je trouve que c'est super intéressant que nous, en tant qu'alliés, là, au Geekette, on ait jeté un petit coup d'œil là-dessus parce qu'il y a tellement de livres qui sont faits par ces auteurs-là. Donc, moi, je vous invite tous à aller voir ça. Pour rebondir, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'œuvres LGBTQ à Le Glion, la librairie féministe qui est sur Sainte-Catherine au métro Baudry. Et ils ont toute une section aussi pour enfants. Alors, c'est une librairie que je vous recommande. Shout out à Le Glion. Oui, c'est vrai. Je suis cliente là aussi. Là, donc, oui, tout est dans tout, lui. C'est ça. Et moi, en fait, j'avais juste une petite nouvelle. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé ici. Il y a un club à Montréal qui s'appelle le Ciné-Club de Film Society. Fait que là, c'est quelqu'un qui projette des films à toutes les 2 semaines environ, tous les 2 dimanches. C'est des pellicules originales qui projettent. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de thème du tout. C'est cyclique, fait qu'il va sortir sa programmation pour 6 mois. Et là-dedans, il va y avoir genre des films danois en noir et blanc muets, genre. Puis la journée d'après, la saison d'après, ça sera par exemple James Bond là, avec Sean Connery, par exemple. Fait que c'est vraiment très éclectique comme programmation. Et là, je vous en parle parce que la prochaine session, ça sera le 5 décembre au cinéma du musée. Fait que c'est le cinéma qui est au musée des Beaux-Arts. Et ça sera Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark. Fait que c'est le premier Indiana Jones qui sera projeté. Donc, c'est super intéressant. Juste pour vous dire qu'il fait aussi des projections dans des églises avec des musiciens live. Fait que là, tu regardes des films muets. Fait que tu vas regarder genre Nosferatu. J'étais allée voir Buster Keaton, par exemple. Et là, tu as des gens en direct, comme à l'ancien temps, qui vont te faire la musique. Alors, des fois, ils utilisent l'orgue de l'église. Des fois, c'est juste vraiment, ils sont devant l'écran, puis ils regardent, puis ils jouent en même temps. C'est vraiment le fun. Fait que, allez suivre sa page. Puis, c'est ça. C'est aussi lui, je pense, qui organise, en fait, le Rocky Horror Picture Show en live, en fait. Fait que c'est la même personne, Phil Spurrell. Mais c'est ça. Allez donc voir la page. Puis, le prochain événement, c'est Indiana Jones. Fait que le premier, c'est sur une pellicule, c'est pas du digital, fait que ça va être full le fun si vous voulez vous joindre. Parfait. Puis Jenny, premier show, mais 2 nouvelles. Bien sûr. Moi, j'ai plein de nouvelles tout le temps. Je m'intéresse à tout. Au début du mois, je pense que c'est le 5 ou le 6 novembre, il y a une nouvelle série qui est sortie sur Netflix basée sur League of Legends. League of Legends, j'ai joué à ça il y a une quinzaine d'années peut-être pour impressionner un petit monsieur. Puis ça l'a toujours resté dans mon derrière de tête que c'est un univers tellement complexe avec bien des personnages puis beaucoup de hype au niveau des joueurs. Mon beau-frère joue à ça, ils font des tournois puis tout. Puis en voyant la bande-annonce, j'ai même pas catché tout de suite que c'était basé sur des personnages de League of Legends. Les images sont super belles. C'est comme un animé, dans le fond, qu'ils ont fait produit par Netflix. Ça s'appelle Arcane. C'est
9 épisodes de 45 minutes, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Je l'ai pas commencé encore, mais c'est pas mal dans mon plan de la fin de semaine. Parce que j'ai réécouté la bande-annonce tantôt, puis je suis comme, c'est un peu sur la relation entre deux sœurs, difficile dans une ville un peu glauque. C'est vraiment dark. Je trouve que ça avait l'air magique. Puis j'ai entendu juste des bons commentaires, comme de quoi qu'il y a des gens qui ont même voulu commencer à jouer à League of Legends à cause de la série qui les a emmenés dans cet univers-là. Fait que ça a l'air que c'est une très belle porte d'entrée à l'univers League of Legends. Ben écoute, tu me tiendras au courant parce que je vois toujours le preview puis je suis comme je me lance-tu là-dedans ou pas? Ça pique ma curiosité, moi aussi. Mais si c'est ton plat du week-end, je te laisse me dire si c'est bon ou pas. Parfait. Puis Fanny, t'aimes toujours ça, toi, avoir 3 nouvelles à nous partager. Comme à chaque fois, Fanny, elle oublie qu'il y a une 3e nouvelle. Oui. Comme à chaque fois, j'oublie qu'il y a une 3e nouvelle. Ben oui, en fait, je vais revenir vers quelque chose d'un petit peu plus sombre. Là. J'ai une suggestion de podcast, moi aussi, Martine. C'est pas juste toi qui fais des suggestions de podcast maintenant. Tu l'avais suggéré dans notre chat geekette et je suis en train de tout écouter ça, en fait. Je te laisse nous en parler. J'ai 2 suggestions. Premièrement, mon petit chouchou, là, mes préférés, là, ça s'appelle Un peu de crime dans ton café. C'est 2 animatrices, Audrey et Catherine, qui sont passionnées de crime et qui sont aussi super drôles. Gros coup de cœur. Ils étaient passés au Festipod également. On les avait invités parce que justement, on trouvait que c'était trop excellent, leur podcast. Je vous invite à aller écouter ça. Moi, je n'étais pas nécessairement tant fan de true crime, de podcasts de true crime que ça, mais eux, je trouvais ça vraiment divertissant, puis ils sont super respectueux aussi, là, souvent là, dans tout ce qui est true crime, ça peut être un petit peu triggering, là, comme on dit, à cause que, bon, c'est souvent des meurtres de femmes, hein, donc ils font très attention à comment elles parlent de ça, et puis ils mettent beaucoup d'humour quand c'est des cas un petit peu plus légers, là, comme des criminels qui volent du monde, alors, comme, tu sais, c'est quand même assez divertissant. Puis une fois qu'ils ont parlé d'OVNI aussi. Donc, ça va un petit peu partout. Donc, je vous suggère ce podcast-là, entre autres. Et il y a aussi la 3e saison, toujours dans du podcast True Crime de Synthèse, qui vient de sortir. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'équipe, cette fois-ci, habituellement, c'est des hommes qui font l'animation. Mais là, ils ont choisi des femmes, 2 animatrices pour faire l'animation et, je crois, la recherche également. Ils ont été sur le terrain. Allez écouter ça. Si vous avez si comme moi, vous êtes tombé dans le true crime, ce sont mes suggestions très chaudement recommandées. Puis, à vous, nos auditeurs, si vous avez des nouvelles que vous voulez partager, ça nous fait toujours plaisir de les lire. Donc, vous pouvez nous écrire à videgeekette avec un S à commercial@gmail.com ou sinon nous envoyer un petit message sur Messenger de Facebook là, avec votre nouvelle à partager. Puis, si ça nous intéresse, on va en parler. Puis, sur ce, on se lance en chronique. La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Donc, Fanny, tu vas nous parler d'une autre BD en lien avec un peu la maternité, la naissance. De quelle BD tu nous parles? Ben oui, juste une petite affaire. C'est rendu que je suis comme la professionnelle des bandes dessinées sur la grossesse et la maternité. Je me souviens, je pense que c'est la 3e sur le sujet là, que je parle. J'étais comme, il y a comme une petite ligne éditoriale ici, là, sans que je le veuille. Donc, hey, auditeur ou auditrice à la maison, si tu fais une BD sur la maternité, envoie-moi là. Puis je pense que je suis rendue pas pire pour parler de ça. Donc, oui, ce soir, aujourd'hui, à matin, peu importe l'heure qu'il est dans tes écouteurs, je vais vous parler de La maternité en toute sérénité de Valériane Labroche. Donc, c'est aux éditions de l'Homme. Valériane, qui est-elle? Ben, j'ai fait des petites recherches sur les internets. Valériane, elle travaille surtout en jeux vidéo et je crois que c'est sa première bande dessinée qu'elle publie aux éditions de l'Homme. Et puis, aux éditions de l'Homme, c'est une maison d'édition québécoise. Et puis, eux sont surtout connus pour plein de livres. Mais côté BD, moi, je les connaissais pas tant.
Je connaissais pas tant leur répertoire en bande dessinée. Puis j'ai été voir ça, je me suis amusée, puis j'ai vu qu'il y avait entre autres publié quelques bandes dessinées de India Desjardins qui a fait quelques incursions dans le monde de la BD. Puis aussi, il y avait Bac, l'illustratrice qu'on a déjà reçue à la vie secrète des geekettes. Bac, on te salue si tu nous écoutes. Donc, elle avait publié aussi avec eux, dans le même sujet, grosso modo, avec India Desjardins qui était au scénario, puis elle avait fait l'illustration. Donc, tu sais, ils ont une petite ligne éditoriale ici là, qui se répète. Donc, cette BD, qu'en est-il? Alors, je vais vous décrire un petit peu le look de la BD, même si c'est de l'audio, c'est pas toujours évident. C'est un dessin qui est très manga. Je trouvais un peu jeunesse sur les bords, ce qui différenciait un peu des autres styles BD, là, je trouvais. Donc, je m'attendais plus... Peut-être souvent, tu t'attends pas vraiment à ce style-là. Donc, c'est quand même intéressant. Des lignes, les couleurs, c'est vraiment du ton de bleu, rose, blanc. Des fois, on va même dans le rose, un petit peu de rouge, il me semble, bleu-vert. On va dépasser un petit peu. Donc, ça reste quand même assez un ton plus neutre, là, c'est pas si coloré que ça non plus, mais c'est correct parce que c'est efficace, parce que qu'est-ce qui est important dans la bande dessinée, c'est surtout qu'est-ce qu'elle a à dire et son message. Donc, ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle était super authentique. C'était pas censuré du tout. Moi, je trouvais que c'est une auteure qui est très généreuse, elle se livrait beaucoup. Si j'avais été une auteure de BD, je ne suis pas sûre que j'aurais été aussi loin et j'appréciais vraiment beaucoup sa générosité là-dessus. Elle se met vraiment à nu, là, littéralement, là, en dessin, là. Puis aussi, c'est ça qui rend aussi son personnage assez intéressant. Moi, je trouvais super intéressant qu'elle dénonce aussi les inégalités là, dans les soins du bébé là, dans les premières années. Mais tu sais, l'histoire en tant que telle, c'est quoi dans cette bande dessinée-là? Ben, c'est assez diversifié. On passe vraiment, elle va parler... tout d'abord, c'est une Française. Elle va parler de son arrivée au Canada, comment elle rencontre son copain. Elle va même parler de ses ex à certains moments. On va vraiment comme partout là, dans sa vie. Même des fois, quand elle parlait de ses ex, j'étais comme, elle dit que c'est des blagues, mais je suis comme, je suis pas sûre que c'est une blague tant que ça, des fois, là, des blagues sur nos ex. Mais tu sais, c'est ça, je trouvais que c'était quand même assez, on va dans le privé. Au début, là, elle met le ton avec sa bande dessinée où est-ce qu'elle mentionne des petits problèmes physiques qu'on n'entend jamais parler. Je ne vais pas dire le punch là-dessus, mais elle fait, puis là, ça va vraiment mettre le ton direct là, de la BD. C'est comme, OK, on s'en va là, c'est vraiment personnel, privé. Là. OK, je te suis, Valériane, pas de problème, je vais y aller là-dedans. Donc, par la suite, il y a plein de petites histoires qui s'entrecoupent. Elle va parler de comment elle est tombée enceinte, sa grossesse. Elle va parler du postpartum. Le postpartum, c'est l'étape qu'on appelle après l'accouchement. Là. Donc, quand le bébé est là, puis c'est quand the real shit is going on, dans tous les sens du terme. Là, donc, elle va parler de ça, mais elle va aussi effleurer les inégalités, là, comme je l'ai mentionné tantôt. La part du papa au bébé. Souvent, on va plus parler aux mères. Quand on parle d'un bébé, des soins du bébé, par exemple, si on va à un CLSC ou à une clinique, souvent, les professionnels, ils vont plus t'adresser la parole à toi, la mère, même si le papa est à côté de toi et il est autant responsable du bébé. Donc, elle a parlé de cette petite problématique-là. Tu sais, ça va vraiment un peu partout, tu sais. Ce serait peut-être intéressant, mais des fois, c'est un petit côté que j'aimais un peu moins parce que je trouve qu'il n'y avait pas tant de lignes directives. Des fois, ça allait un petit peu de tous les sens. J'aurais peut-être aimé un côté un petit peu plus linéaire au récit. Ça aurait peut-être été apprécié. Je trouve que ça a peut-être une petite faiblesse là-dessus. Mais sinon, quelque chose que je trouvais aussi très intéressant, c'est que elle, tu vois qu'elle aime pas tant que ça la médecine moderne. Donc, puis je peux comprendre. Puis ça, c'est vraiment ses opinions personnelles. Mais pour représenter les problèmes qu'elle a eus, qu'elle a rencontrés, elle a créé comme un petit personnage avec des grosses lunettes de médecin. Des fois, les lunettes, ils vont passer du médecin, ensuite, ils vont passer à l'infirmière. Puis là, tu comprends que, OK, ça, c'est un moment problématique qu'elle a rencontré. Donc ça, je trouvais que c'est une bonne idée visuellement, puis elle le dessinait et l'exprimait super bien. Puis c'était comme facile à comprendre. Donc, il y a plein de petites idées comme ça qui sont intéressantes, que j'ai bien aimées. Aussi, c'est une lecture assez rapide parce que les pages, c'est vraiment des tons de couleurs.
et avec des personnages qui sont vraiment des personnages avec des lignes, mais il y a peut-être 4 ou 5 cases max. Il n'y a pas beaucoup tant de détails au décor que ça, ce qui fait qu'on met plus l'accent sur les personnages quand tu fais la lecture. Aux expressions, les personnages sont super expressifs, là, vraiment dans le style du manga, là. Donc ça, c'était très facile à comprendre. Donc c'est une bande dessinée qui reste assez accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Quelqu'un qui n'a jamais lu de bande dessinée, je trouve ça super accessible. Tu peux la lire si le sujet t'intéresse. Si c'est un sujet qui t'intéresse, tu peux la lire sans problème. Puis aussi, je l'ai mentionné, petit bémol, on est en 2021. Le thème de la grossophobie revient souvent là, en 2021. Dans sa BD, malheureusement, elle parlait souvent de la perte de poids ou qu'elle avait pris du poids ou est-ce qu'il y avait souvent ça qui revenait. Puis je sais pas si c'est juste moi, mais je trouvais que c'était un petit peu dépassé comme thème, qu'on est peut-être un petit peu rendu ailleurs. Je sais pas si je suis claire dans ce que j'amène ici, les filles. Oh oui, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Puis, tu sais, je sais pas, tu semblais dire aussi qu'elle était française, si je me trompe pas. Oui, c'est une Française qui est arrivée au Canada, puis je crois qu'elle est avec un Français dans sa bande dessinée, mais c'est comme son nouveau chum qu'elle a rencontré. Donc, c'est sûr que oui. Oui, vas-y. C'est ça, je sais pas si des fois, il peut y avoir des différences culturelles aussi à certains niveaux. Oui, c'est un bon... que c'est pour ça qu'on se rejoignait peut-être un peu moins, là, je sais pas. Oui, c'est un bon point. C'est sûr qu'en France, c'est vraiment pas la même chose. Lulu, elle pourrait nous en parler, je suis sûre, là, des différences entre France-Canada, la réalité des femmes. Là. En tout cas, moi, personnellement... petite parenthèse ici, je vais l'ouvrir. Là. Quand j'étais en France la première fois, ce qui m'a vraiment frappé, c'est les publicités et l'utilisation du corps de la femme dans les publicités. Il y a des choses que j'ai vues là-bas que j'aurais jamais vues ici. Ça fait un petit bout de temps. J'imagine que ça a changé, j'espère. Mais bon, c'est sûr qu'il doit... Non! On aime les tontons, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toutes les parties de la femme sont vraiment hyper sexualisées, là. Fait que c'est sûr que c'est une plus grosse problématique, je pense, là-bas. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, comme elle est souvent fâchée, tu sais, l'autrice, là, dans sa bande dessinée, elle se fâche contre ces injustices-là, puis tout à fait, elle a raison, il faut se fâcher de ces choses-là. Mais c'est ça. Des fois, elle mentionne qu'elle prend du poids, tout ça, puis tu sais, je sais qu'on pense des fois un petit peu à ça, souvent même quand parce que veux pas, tu deviens plus grosse quand t'es enceinte, tu crées la vie, là, mais tu sais, c'est comme, ça revenait souvent, j'étais comme, ça aurait pu être enlevé, là, petite note. Donc, en conclusion, cette BD-là, je trouve que c'est une belle lecture à donner en cadeau, ça reste accessible, tu sais, j'avais hâte de lire le livre. Ça m'a pas surpris, vu que je lis beaucoup de BD sur le sujet, puis je lis beaucoup de bandes dessinées en général. Là, j'ai pas été surprise tant que ça. Ça allait un petit peu où est-ce que je m'attendais. Il y a des petites affaires que j'ai moins aimées, mais je trouve que pour une première bande dessinée, elle a bien fait son travail. D'ailleurs, il y a beaucoup de travail dans sa BD. Là. C'est pas parce que c'est une bande dessinée avec un dessin un peu plus simple, entre guillemets, là, que s'il n'y a pas beaucoup de travail. Il y a quand même, tu sais, elle a plus de 140 pages, je crois, sa bande dessinée, donc c'est une bonne brique quand même. Donc, pour ça, moi, je trouvais que c'était une belle réussite. Et puis, je serais vraiment curieuse d'en savoir plus sur ce qu'elle fait. Puis, tantôt, je pensais à ça, je pensais à son dessin, puis je me disais, il me semble que je la verrais faire du jeunesse, c'est un manga québécois en jeunesse, je sais pas. Je lance l'idée comme ça, je trouvais que son style, ça fonctionnerait bien. Puis sinon, c'est sûr que ça fait de l'autobiographie de continuer là-dedans. Là. Elle a fait ça très bien. Donc, je me demandais, Fanny, y a-tu une touche un peu humoristique, autodérisoire, ou il n'y a pas vraiment d'humour dans cette BD-là? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'humour, là, tu sais. Ce n'est pas sérieux, là. Elle fait beaucoup de blagues. Donc, tu sais, ça fait sourire, là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient se reconnaître là-dedans. Merci beaucoup pour ta chronique. Ça fait plaisir. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site Web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites Web à partir de 750 $.
Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418 335 0804. Alors, aujourd'hui, Jenny, premièrement, c'est ta première chronique. No stress, no stress. Ça va bien aller. Faire honneur. Aucune pression. Donc, tu vas nous parler d'un film dont la trame sonore nous vient en tête à chaque fois qu'on dit le nom du film. Et ça s'appelle Ghostbusters, mais il y a sûrement un autre titre avec ça. Afterlife. Oh, OK. Ou en français, SOS Fantôme, l'au-delà. Puis il y a un autre nom aussi pour les Français. Ils ont comme 2 noms en français. Je pense que c'est comme l'autre vie ou un autre. Je sais plus. Je ne l'ai pas noté. Fait que, ouais, je vais vous parler de ça aujourd'hui. J'ai eu la chance d'aller le voir en avant-première. J'ai gagné une paire de billets en écoutant le channel Twitch du Space Trash Show. Donc, je remercie Jeff pour la paire de billets. Je suis allée là avec une de mes amies. Puis c'était toute qu'une expérience. En partant, arriver dans un cinéma, puis d'aller donner mon nom à une petite madame qui attendait, puis qui avait mon nom sur une liste, qui était bien écrit, bien autographié, ça, c'était surprenant. On prend mes billets, on se rend vers la salle, et là, il y a la sécurité qui nous attend, avec des sacs en papier pour y mettre nos téléphones cellulaires. Il n'était pas question d'avoir nos téléphones cellulaires à l'avant-première pour pas prendre de photos, puis tout. Puis là, la sécurité, elle parlait de cacher nos montres intelligentes. J'ai rien compris. J'ai pas de montre intelligente, ça me parlait pas. Donc, bref, Ghostbusters Afterlife, c'est la suite directe du deuxième, qui est sorti en 89. Le premier était sorti en 84. Dans le fond, c'est le 4e de la franchise. Le troisième, c'est avec les filles, qui est sorti il y a quand même quelques années, qui n'a pas fait un très gros hit. Là. 2016. 2016. Bon, tu vois, merci Lulu. Le réalisateur, c'est Jason Reitman. Les auteurs, c'est Jason Reitman et Jill Kennan, selon les textes originaux des 2 premiers films qui étaient par Dan Aykroyd puis Harold Ramis. Je vais faire un petit synopsis. C'est l'histoire, en fait, d'une mère monoparentale du nom de Callie, qui est jouée par Carrie Coon, puis ses 2 enfants, Trevor et Phoebe. Trevor, il est joué par Finn je vais le dire tout croche, Wolfhard. Bref, le gars dans Stranger Things et dans It. Ah ouais, oui. Le petit frisé dans Stranger Things. C'est comme, ouais. Puis Phoebe est jouée par McKenna Grace, que moi, j'avais personnellement pas vu avant, mais que, selon IMDb, aurait joué dans Mary de Edmonds. Wow, hein? La servante écarlate, on va le dire en français, ça va être. Puis moi, Antonia. Ça sonne toujours super bien dans notre tête, puis là, ça sort de notre bouche, puis ça sort tout croche tout le temps. C'est un classique. C'est dur à dire, ce titre-là. Là. Je lis mes livres en anglais, j'écoute mes séries en anglais, mais le dire, là, je manque de pratique. Bref. On est tout le temps, c'est correct. Bref, la mère et ses 2 enfants se font évincer de leur logis, puis donc, il faut qu'ils se retrouvent à un endroit. Dans le fond, le grand-père des jeunes, en fait, il est décédé quelques temps avant, fait qu'ils vont comme emménager dans la vieille maison ferme dans une petite ville perdue en Oklahoma. Puis là, ils arrivent dans le driveway, puis il y a genre comme plein d'écritures sur des pancartes avant, comme de quoi que c'est genre la fin du monde, de pas aller là. Bref, très, très, très accueillant comme endroit. Puis c'est dans cette ferme-là, dans le fond, qu'ils vont découvrir des choses. Des fantômes. Des fantômes, des outils pour battre les fantômes, des choses mystérieuses. Dans le fond, la mère, Callie, elle n'est pas restée en contact avec son père. Puis c'est un peu mystérieux. On ne sait pas trop c'est qui son père. On ne comprend pas trop qu'est-ce qu'ils font là, la relation qu'il y avait. Puis elle est vraiment un petit peu bitchy envers son père. Elle dit pas des bons commentaires, disons, sur le grand-père des enfants à ses propres enfants. C'est ça l'atmosphère du film. Là, c'est sûr que je veux pas trop en dire. Fait que sans divulgacher le film, je l'ai dit. Hein? T'as bien fait tes devoirs. Je vais plus vous parler des personnages que de l'histoire. Dans le fond, la jeune Phoebe, c'est comme le
protagoniste principale. C'est une jeune fille curieuse, intelligente, super scientifique, qui s'intéresse beaucoup à la science puis à ces trucs comme ça. Et elle a une passion particulière pour les jeux de mots louches que j'ai extrêmement apprécié. Ah, c'est bien ça. Mais je vais pas vous les dire, mais il y en a plein que j'ai en tête en ce moment et que je meurs d'envie de tous vous les dire. Mais bon. Puis, dans le fond, c'est elle qui va fouiller dans les affaires de son grand-père puis qui va découvrir des boîtes étranges, des choses spéciales qu'elle va rapporter à l'école. À l'école, elle va rencontrer son nouvel acolyte ami du nom de Podcast, qui est joué par Logan Kim. Je pense que c'est son premier film où j'ai pas trouvé grande information sur lui. Super drôle. J'ai trouvé qu'il campait bien le rôle du petit comique acolyte, là. Puis, dans le fond, il s'appelle Podcast parce qu'il y a une manie de tout enregistrer, d'interviewer tout le monde et de vouloir savoir des choses un peu, des fois, trop personnelles et trop bizarres sur les gens. Fait que, dans le fond, leur enseignant, il s'appelle Gruberson, qui est joué par Paul Rudd, a.k.a. Ant-Man. A.k.a. Sexiest Man alive. Je vais vous le désolé. Bref. Puis, lui, dans le fond, je l'ai marqué pour pas me mélanger, un sismologue et un très grand fan des Ghostbusters originaux. C'est d'ailleurs lui qui va présenter aux jeunes qu'est-ce que c'était à cette époque-là. Bon, je vais m'arrêter là pour la description. Personnellement, sans dire rien, j'ai trouvé que malgré que le but du film, c'était pas nécessairement le combat final, parce qu'on va se le dire, c'est le Ghostbusters, c'est sûr qu'il y a un combat. Je vais m'arrêter là sur la description. J'ai trouvé que ce bout-là était trop rapide, puis que la fin était un peu précipitée. C'est sûr que il y avait beaucoup de fanservice, il y avait vraiment beaucoup de moments où toute la salle était, tu sais, c'était juste des fans du monde habillé en Ghostbusters. C'était comme une ambiance vraiment particulière aussi pour aller le voir. Tu sais, je veux dire, il y a des bouts que je me rappelais même pas parce que, mine de rien, moi, je suis née quand le deuxième est sorti. Fait que je les ai écoutés quand j'étais jeune, mais c'était pas, la vague était un petit peu passée. Fait qu'il y a des insides genre la Twix ou la barre de chocolat. Je m'en rappelais comme pas, mais j'ai comme compris à la réaction de tout le monde qu'est-ce que ça voulait dire. J'ai fait « Ah bon, d'accord, parfait. » C'était du crunch et un Twinkie. Bon, tu vois, regarde, tu vois, merci, parce que clairement, je me rappelais pas exactement de la dite sucrerie. Non, moi, je me rappelle parce que c'est tellement un gros plan que tu peux pas le louper. C'est pas subtil pour dessous, en fait. Et que tu l'as vu il y a à peine quelques heures, on va se dire. Également. Fait que, dans le fond, moi, ce que j'ai trouvé, il y a certaines scènes que j'ai trouvées absolument hilarantes. Je vais juste dire épicerie. Vous allez tous comprendre quand vous allez le voir. Fait que, moi, c'est ça. Le côté négatif, c'est que j'ai trouvé que peut-être la scène émotive, elle était un petit peu trop longue et étirée, malgré le fait qu'elle était quand même justifiée. Ça rendait un peu la chose Disney. Mais somme toute, je trouve que c'est une belle boucle à la série originale en laissant une belle porte d'entrée pour les jeunes, pour la nouvelle génération de fans de Ghostbusters. Sincèrement, boudez pas votre plaisir, allez le voir, c'est vraiment divertissant. Moi, j'ai eu du fun d'un bout à l'autre, déconnectez votre cerveau, puis allez enjoyer le film. Moi, je mets ça dans la même catégorie que genre Retour vers le futur. C'est un feel good, là. On sort de là, puis on a vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Et restez jusqu'à la fin. Il y a 2 vidéos dans les génériques. Ah, mais merci Jenny pour ta chronique. Moi, je suis tellement hype, là, tu viens juste de me hyper encore plus parce que je m'en vais le voir cette semaine. Là. Fait que je suis vraiment très excitée. Je vais retourner aller le voir au cinéma, je pense. C'est à ce point-là que j'ai trouvé ça le fun. Ben, super. Martine, tu veux-tu continuer l'animation ou je continue? Mais non, mais ben, merci beaucoup, Jenny, pour ta chronique. Oui, merci. Martine, toi, tu es toujours de bons conseils pour nous donner comme des idées de jeux vidéo, surtout que Noël s'en vient. Fait que là, tu vas nous parler d'un jeu vidéo indépendant, suédois, parce qu'ils font pas juste des boulettes. Alors, vas-y, emporte-nous au loin. C'est drôle que tu parles de boulettes parce que
le personnage principal qu'on incarne dans Yoku's Island Express est un bousier. Fait que ça peut ressembler à une boule. Ok, vendu, tu peux arrêter sa chronique ici. Mais déjà, à la base, c'est quand même original. Hein? Il manque de bousiers dans les jeux vidéo. Tu sais, c'est quand même un choix très, très original, je trouvais. Ouais. Donc, ouais, exact. Tu sais. Donc, c'est développé par Villa Gorilla. C'est leur seul et unique jeu pour le moment. Et c'est publié par Team 17. C'est sorti en 2018 sur PC, Switch, PS4 et Xbox One. C'est un jeu d'environ 25 $, mais il tombe régulièrement en spécial. Là, fait que sûrement que dans le temps des fêtes, vous allez être en mesure de tomber sur un spécial pour ce jeu-là. Donc, comme je vous disais, on incarne Yoku, un bousier qui a envie d'aller se la couler douce sur l'île tropicale de Mokumana. Mais malheureusement, une divinité antique de l'île est plongée dans un sommeil de plomb et tout le monde va compter sur Yoku non seulement pour sauver l'île, mais en même temps aussi devenir facteur et donner son aide à tous ceux qui en ont besoin sur cette île. Donc, comme tout bon super-héros dans les jeux vidéo, il ne faut pas juste sauver le monde, il faut sauver aussi tous les gens qui ont des petites quêtes secondaires. Donc, aussi très audacieux comme choix de genre, écoutez bien ça, c'est un mélange entre un jeu de pinball et un Metroidvania. Puis ça, c'est un mélange qu'on voit pas souvent. Fait que c'est sûr que quand j'ai vu ça, ben ça m'a accroché. J'adore les Metroidvania. Bon, les pinballs, je veux dire, j'ai joué quelques fois dans des arcades à certaines pinballs, mais je ne suis pas une grande connaisseuse non plus. Mais je trouvais que le mélange était très intéressant à aller découvrir. Là. Donc, on se promène dans un monde open world 2D. Puis, certaines sections à franchir sont des pinballs parce qu'en fait, notre personnage ne saute pas. Donc, la seule façon de pouvoir accéder à d'autres plateformes ou quoi que ce soit, c'est dans les pinballs. Puis, chacune de ces pinballs-là a quelques secrets cachés, disons, parce que quand tu frappes certains endroits, ça te donne des fruits. Puis, les fruits vont nous permettre d'acheter des fois d'autres flippers sur d'autres endroits de la carte pour nous permettre d'accéder à d'autres zones. Puis ça va nous permettre aussi d'acheter, disons, des habiletés, pour dire justement, ben si tu payes 200$, on va te montrer les coffres au trésor sur la carte. Là, puis plein d'autres choses comme ça qu'on peut acheter avec les fruits. Dans les pinballs, il y a aussi, c'est un peu comme les vrais, comme les vrais physiques, là. Il y a toujours des petits endroits cachés qui te fait débloquer des choses. Il y a un peu une notion de puzzle aussi, parce que des fois, la porte de sortie va être barrée, puis il faut, disons, tu trouves, faut que tu débloques, mettons, 6 diamants mauves qui vont être cachés dans cette pinball-là, qui vont te permettre de pouvoir en sortir. Donc, comme c'est un Metroidvania, évidemment, on va aussi débloquer au fur et à mesure de l'aventure différentes habiletés, dont une des premières, c'est quand même très drôle, ça va nous permettre d'attraper des limaces explosives. Puis, avec ça, on va pouvoir les envoyer, disons, sur des roches dans la pinball, encore une fois, pour accéder à d'autres endroits. Et il va y avoir d'autres habiletés un peu plus classiques, comme nous apprendre à nager. Donc, c'est un peu ça. Beaucoup de quêtes secondaires. Je vous dirais peut-être même un peu trop. Il y a plusieurs personnages sur cette île tropicale et ils ont tous besoin de quelque chose, comme j'aimerais que tu ailles planter un champignon au bord de la mer ou sur la montagne, etc. Là, si on veut jouer au pinball, là, on ne peut pas faire toutes ces quêtes secondaires-là. Ben oui et non, parce que tu sais, t'as pas vraiment le choix d'aller dans les pinballs pour bouger dans la carte. Par contre, c'est sûr qu'avec, comme je disais, avec les fruits, on va débloquer d'autres flippers qui vont nous permettre justement des fois de passer par-dessus le pinball, parce que sinon, ça deviendrait quand même redondant de toujours refaire les mêmes. Mais c'est un peu ce que je disais, que le défaut, le fait qu'il y a beaucoup de quêtes secondaires, il y a énormément d'allers-retours sur la carte. Fait que des fois, ça peut être un peu désagréable. C'est sûr qu'éventuellement, on va comme débloquer
des genres de rails qui vont nous permettre d'aller d'un endroit à l'autre très rapidement, mais c'est quand même long avant qu'on les débloque. Ils ne nous permettent pas d'aller partout non plus. Fait que, c'est un petit peu une faiblesse, je dirais, du jeu. Par contre, ça donne beaucoup de rejouabilité, même si on a fait tout le tour du mode histoire. Ben, tu sais, comme vous savez, j'aime ça tout faire à 100%, mais dans ce jeu-là, pour le moment, j'ai juste 80% de fait parce que justement, il y avait beaucoup trop de quêtes secondaires. Lulu a fait une phase de comme sous le choc. Martine est qu'à 80%. Shocking! Qu'à 80%. Oh my God! Ben, c'est quand même ça, 20% là, qui manque. Là. Ben oui, mais C'est beaucoup de pourcents qui manquent. c'est beaucoup de pourcents. Mais c'est parce que ça faisait beaucoup d'aller-retour sur la carte. Par contre, c'est le genre de jeu que je vais vouloir retourner. Parce que les parties se font très rapidement. Il y a beaucoup d'endroits où tu peux sauvegarder ta partie puis tu recommences à cet endroit-là. Fait que ce 20%-là, je vais peut-être y retourner éventuellement justement pour avoir un autre 100% dans un jeu. Puis ce 80%-là m'a pris 6 heures parce que Lulu trouve ça toujours très drôle que je précise le nombre d'heures à investir dans le jeu. Ce qui est intéressant aussi, c'est les boss fights sont dans les pinballs. Et encore une fois, sont très créatifs. Puis, je ne veux pas dire de divulgateur parce qu'il n'y a pas beaucoup de boss dans ce jeu-là, mais il y a toujours une nouvelle twist pour réussir à battre le boss. Puis, des fois, il y a des petits amis qui viennent nous rejoindre. Fait que c'est très cool à ce niveau-là. Le visuel, c'est très coloré. C'est des cartoons. Je vous dirais que, tu sais, c'est joli. Mais sans plus. Là. C'est des beaux dessins animés, mais il n'y a pas comme une touche de jamais vu là, dans ce jeu-là. J'avoue que le personnage principal n'est pas tant comme... Tu sais, il se différencie pas tant que ça là, d'autres personnages. Je ne remarquerai pas tant. Non, exact, mais c'est pas laid, c'est juste ça sort pas de l'ordinaire. Puis, comme point amélioré aussi, il y aurait peut-être aussi la map. Elle n'est pas très précise, mais au moins il y en a une. Tu peux y accéder à tout moment. Fait que tu vois où est-ce que tu n'es pas allé. Mais un petit peu plus de niveau de détail dans cette map-là, ça m'aurait plu. Mais écoutez, c'est vraiment des petits bémols parce que c'est très ingénieux. C'est différent. C'est plaisant. C'est vraiment un petit bijou. Je voulais toujours y retourner, puis j'avais hâte de finir ma partie. Puis juste pour avoir mélangé Pinball et Metroidvania, écoutez, il faut essayer ça. Donc, j'ai à jouer dans le temps des fêtes, c'est certain. Est-ce que tu penses que c'est une bonne entrée dans ce style de jeu-là, le Metroidvania? Comme moi, j'ai toujours voulu essayer ça, mais j'ai jamais osé. Ben oui, parce que c'est vraiment un Metroidvania de base, là. Les habiletés, tu les attrapes vraiment au fur et à mesure sans avoir beaucoup besoin de chercher. Comme l'histoire t'amène là naturellement. Puis il n'y a pas de grinding ou quoi que ce soit. Là, mais oui, c'est une bonne introduction. Pour n'importe qui n'a jamais joué à un jeu vidéo, ça se fait. Là, tu meurs pas, tu perds pas de vie, il n'y a pas de temps. Ça compte le nombre de fois que tu décèdes, par exemple, mais il n'y a rien de stressant à ce niveau-là. Fait que oui, belle entrée à la matière. Bon, comme j'aime dire, c'est Fanny-proof. Bon. J'osais pas le dire, même moi, je peux jouer Martine, même moi. Oui, tu peux jouer Fanny facilement. Puis écoutez, je pense que je l'avais payé 6$. Donc, $1 l'heure, c'était très rentable. Vraiment, là. Super. Hey, merci Martine. Je vais aller regarder ça et ajouter ça à ma Switch. Ça fait plaisir. Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2$ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes. Il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires. C'est au patreon.com/geekette, geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geeketteavecunS.ca, geeketteavecunS.ca. Cette semaine, Lulu, tu nous parles d'un film quand même pas tout à fait récent, c'est ça? Non, je vais vous parler d'un vieux film parce que ce qui s'est passé, je suis allée voir Eternal la semaine passée et dans Eternal, il y a un couple gay
Et là, j'étais comme, ah, c'est pas souvent qu'on voit ça et tout, qui se roule des pelles en plus quand même. Là, c'est pas souvent qu'on voit ça. Et là, ça m'a rappelé que ce film-là existe, le film que je vais vous parler aujourd'hui, qui s'appelle But I'm a Cheerleader. Fait que c'est un film de 1999. Je ne sais pas si vous le connaissez, vous en avez déjà entendu parler ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Jamais. Puis t'as mis ça comme fond d'écran, puis même en image, ça me dirait. Alors, c'est par la réalisatrice Jamie Babbitt, dans le fond. L'histoire, on va suivre Megan, c'est une jeune cheerleader à l'école, fait qu'elle est à l'école secondaire, et là, sa famille et tous ses amis vont lui organiser une intervention pour lui dire « Yo, on pense que tu es lesbienne, puis là, on va t'envoyer dans un camp qui va te soigner de ton homosexualité. » Fait que dans le fond, Megan, elle est comme « Mais non, mais je peux pas être lesbienne, I'm a cheerleader. » OK? Fait que là, elle va se rendre à True Direction. Là, c'est une grande maison comme ça où tu apprends à être hétéro. Et elle va rencontrer, dans le fond, plein d'autres jeunes qui vont, essayer de se sauver de ce mal qu'est d'être gay. OK? Alors, pour le casting, en fait, le casting, c'est vraiment plein de gens qui font maintenant beaucoup de films indépendants, qui sont quand même connus pour être un peu weird, la plupart d'entre eux, OK? Donc, Megan, l'actrice principale, c'est Natasha Lyonne. Fait que vous la connaissez peut-être. Elle est dans Orange is the New Black. Et si vous avez vu Russian Dolls, qui est sorti il y a quelques années, je pense, sur Netflix, je suis pas sûre que ce soit sur Netflix. Fait que c'est la dame avec la grosse gouffarde rousse, là, des gros cheveux. Fait que ça, c'est Natasha Lyonne. Cléa Duval, fait que elle est vraiment, c'est une des participantes dans la thérapie. Elle, vous l'avez connue dans She's All That, de Faculty. Elle est toujours la goth lesbienne là, de service, un petit peu. Là. Et c'est elle qui a dirigé l'année dernière Happiest Season, qui était un film romantique de Noël, mais mettant en vedette un film gay lesbien. Cathy Moriarty, qui est la directrice de la thérapie, elle était dans Raging Bull, puis elle a fait beaucoup Law and Order aussi. Fait que vous voyez sa face. Là, vous ne savez pas son nom, mais vous connaissez peut-être sa face. RuPaul est dans ce film-là. Donc, il est l'instructeur masculin de la thérapie parce qu'évidemment, la directrice, elle va soigner les filles de leur homosexualité. RuPaul va soigner les messieurs de leur homosexualité. Donc, évidemment, RuPaul, vous le connaissez comme Mother de Drag Race, évidemment. Ming Stoll, si vous connaissez les films de John Waters, elle est souvent dans les films de John Waters, fait qu'elle est un petit peu bizarre, elle est très 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 bizarre, elle joue la mère de Megan. Mélanie Linsky, qui est une autre participante à la thérapie. Dante Basco, que vous connaissez sous le nom de Rufio, et aussi là-dedans, il joue un participant à la thérapie. Et il y a des apparitions de Michelle Williams, nul autre que Michelle Williams, et Julie Delpy. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une actrice française. C'est elle qui est avec Ethan Hawke dans la série Before Sunrise, After Sunset, ce genre de choses. Anyway, fait que tout ce petit monde-là, ensemble. Donc, en fait, c'est vraiment une satire à propos des thérapies de conversion. Dans plusieurs pays, maintenant, c'est interdit. Il y a des lois qui passent pour interdire ce phénomène-là qui fait plus de bien que de mal, de mal que de bien. Oh my God! Ouh! C'est comme un mardi. Donc, on a compris, c'est correct. Exactement. Donc, c'est un programme de réhabilitation, en fait, en plusieurs étapes. C'est quand même assez standard dans ce genre de choses. Donc, enfin, en premier, il faut que tu admettes ton homosexualité. Fait que vraiment, tu es au milieu sur une chaise avec tout le monde autour. Puis, c'est un petit peu comme dans les alcooliques anonymes, dans les réunions qu'on voit quand c'est à la télévision ou quoi, là où tout le monde est autour. Puis toi, tu dois raconter ta petite histoire. Redécouvrir ton identité de genre en faisant des tâches stéréotypiquement genrées. Fait que là, les filles, elles vont faire de l'aspirateur puis repasser des vêtements, pendant que les gars, ils vont faire de la mécanique et apprendre à jouer au football. Après, il faut que tu trouves la racine de ton homosexualité par le biais de la thérapie familiale. Fait que ça, c'est avec tes parents. Okay. Et après, tu démystifies l'autre sexe et tu dois simuler un rapport sexuel hétéro. Donc ça, toutes ces étapes-là, on va les suivre dans le film avec tous nos protagonistes, en fait, qui sont là, mais certains savent pourquoi, certains savent pas. Donc, ça pousse vraiment, c'est les stéréotypes à fond la caisse. Les garçons, je trouve ça tellement drôle. Tous les garçons jouent au football. Évidemment, leur coach sportif est RuPaul, on s'en rappelle, n'est-ce pas? Donc, ils jouent au football ou font de la mécanique ou coupent du bois comme les bûcherons, ok? Parce que c'est ça qui fait que tu es un homme, ok? Mais ils ont tous des petits shorts moulants parce qu'ils ont tous
un uniforme. Fait que l'uniforme des messieurs, c'est des petits shorts moulants et des hauts enfilés comme ça. Fait qu'ils ont des t-shirts, mais enfilés. Mais c'est tellement drôle, ce fil-là, j'en reviens toujours pas. Fait que c'est vraiment... Tout est exagéré, c'est comme vraiment une exagération pour montrer en fait le ridicule en fait des normes puis des rôles établis dans le fond. Comme de fait, tous les décors, c'est tout rose et bleu, évidemment. Tous les décors, c'est très pop, c'est très des couleurs, tout est monochrome ou bichrome, toutes les salles, toutes les costumes, etc. Tout ce qui est pour les filles, c'est en rose, elles sont toutes habillées en rose, tous les garçons sont habillés en bleu. Mais en fait, quand tu regardes de l'extérieur, c'est la maison la plus gaie du monde entier. Là, c'est super kitsch, c'est super campy. Les personnages sont out of this world. Like, c'est vraiment tellement excentrique. Moi, j'adore ça. Ils sont très excentriques, ils sont très attachants. Fait que les participants de la thérapie, c'est des jeunes gens qui sont en général à l'école secondaire. Fait qu'il y en a qui s'assument. Fait qu'il y en a qui sont comme « Hello, I'm gay », puis « What's up ?» Puis il y en a qui sont, eux, persuadés qu'il faut vraiment qu'ils guérissent, tu vois, et qu'il faut qu'ils soient sauvés de l'homosexualité pour vivre une vie normale. Fait que c'est vraiment, tu vois, la pression de la famille, de la religion, de la société. Fait que c'est vraiment c'est vraiment une satire, mais c'est assez... Tu sais, c'est comme acide, mais en bonbon. Tu sais, on dirait un gros bonbon, mais en fait, c'est pas si bonbon que ça. Évidemment, on a des rapprochements entre jeunes, évidemment. Puis je finirai, en fait, je reviens à RuPaul, parce que évidemment, avoir RuPaul c'est lui qui doit apprendre aux gars à être ultra masculin. Hein. Mais, oh my God, fait qu'il est dans ses tout petits shorts, ok, tout le temps. Et là, le fils de la directrice, il est toujours habillé comme un lumberjack, mais genre ultra sexy, avec toujours quelque chose entre les jambes. C'est comme il a son râteau, il a des outils, il est ultra sexuel. Fait qu'évidemment, il est toujours à côté du groupe des garçons pendant qu'ils font leurs activités. Et RuPaul en bave dessus. Mais lui, RuPaul, dans le film, il est réformé. Fait que c'est un ancien gay, il est plus gay. Straight is great, comme dit son t-shirt, ok. Fait que juste pour résumer comme le film, c'est vraiment à un moment donné, comme il y a le petit Candy Eye Man là, qui est là tout en muscle, dans son petit short moulant. Tous les garçons le regardent genre avec envie. Puis là, RuPaul leur dit, si je vous attrape encore à regarder un homme comme ça, là, je vous oblige à regarder du sport, ok? Puis là, tout le monde est comme, oh non, pitié, pas ça, c'est la pire chose que tu peux nous faire. Fait que je vous le conseille fortement si vous voulez rire un peu. Ça dure pas longtemps, c'est 1h25, je pense, quelque chose comme ça. C'est court, c'est super drôle, c'est super bonbon. Et à l'heure qu'on se parle, en novembre 2021, il est sur Prime. Fait qu'il est très, très facile à trouver. Fait que je vous invite à aller le regarder. Puis ça m'a fait penser aussi, dernièrement, j'avais vu Love, Simon sur le même thématique. Love, Simon, tu suis Simon qui est aussi à l'école. Lui, il est gay, mais il l'a dit à personne. Il va commencer à correspondre avec un autre garçon de son école, mais il ne sait pas qui c'est. Puis leur conversation, en fait, va leaker à l'école. Fait que lui, il va se faire, dans le fond, il va sortir du placard contre son gré devant toute son école. Et donc, le film, tu suis Simon qui doit gérer, dans le fond, cette situation et surtout retrouver le copain qui s'est fait en ligne avec qui il aimerait bien savoir c'est qui en vrai. Fait que je vous le conseille, il est sur Disney+. Et puis aussi, évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de To Wong Foo, Thanks for Everything, Julie Newmar. 1995, fait que c'est encore un vieux film, comme dirait Martine, un ancien temps, de l'ancien temps, 1995. Donc ça, tu suis 3 drag queens qui vont aller faire un concours de drag queen à Los Angeles, fait qu'elles partent de New York en voiture. Leur voiture tombe en panne au milieu de nulle part dans un petit village. Et donc là, c'est 3 drag queens très excentriques qui arrivent dans un village un peu de gens qui n'ont jamais vu ça de leur vie. Donc c'est un peu la dynamique de ce film-là. Si vous voulez voir Patrick Swayze, Wesley Snipes et puis John Leguizamo en drag queen, c'est ce film-là qu'il faut voir. C'est super le fun. Et c'est très facile à trouver aussi. Fait que c'est ça, c'était pour la thématique LGBTQ du jour. Fait que Love, Simon, To Wong Foo, puis surtout allez voir But I'm a Cheerleader parce que c'est extraordinaire. Tu piques ma curiosité vraiment beaucoup. Ah, ben, tant mieux. Je l'ai rajouté à ma watchlist. Vous m'en direz des nouvelles. Merci beaucoup. Merci, c'est super. C'est ce qui conclut l'épisode 86. Donc, si vous voulez plus de geekettes, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook La Vie secrète des geekettes. Je
je vous dirais que c'est l'endroit où on est le plus active. Sinon, on a aussi notre Instagram Vie de Geekette, notre site web geekette avec un s.ca où vous pouvez retrouver l'ensemble de nos épisodes de 1 à 86. Et également, vous pouvez nous encourager sur Patreon. Donc, les Patreons ont accès, entre autres, aux Geekettes secrètes, qui est comme des petits épisodes spéciaux où vous pouvez non seulement nous entendre, mais aussi nous voir la face sur caméra. Et le dernier épisode, on ose parler de qui étaient nos kicks de jeunesse, qui on trouvait donc beau et qu'on voulait leur poster dans notre chambre. Donc, puis de toute façon, si vous vous abonnez à Patreon, là, vous avez accès aussi à tout ce qu'on a enregistré depuis le tout début. Et on fait aussi des petites chroniques, plein de petites choses spéciales. Donc, ouais, puis aussi, il y a Lulu aussi qui fait parfois du Twitch sur le Twitch des Geekettes où elle fait du Tetris 99 une fois de temps en temps quand ça lui tente. Puis on a aussi un channel Discord aussi pour les Patreons. Ouais, pour les Patreons. Le Twitch, c'est pour tout le monde. Le channel Discord, effectivement, c'est pour nos Patreons seulement. Donc, c'est plein d'autres façons de pouvoir communiquer avec nous et d'avoir encore plus. Amazing! Plus de geekettes. Plein d'autres affaires. Donc, ben, sur ce, à bientôt! Ciao! Bye bye! La vie secrète des geekettes.